Hey guys, bonjour et bienvenue dans la bulle de Christine. Yaorana les Saphir. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais te raconter l'histoire de ma toute récente crise de drépanocytose. Car en effet, il y a de cela un mois, j'ai fait une crise sévère qui m'a conduit aux urgences, puis à une hospitalisation et pour finir sur une transfusion sanguine, le tout un peu englobé d'erreurs médicales. Alors assieds-toi, je vais te raconter ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Mes saphirs, je suis heureuse de vous retrouver, même si c'est pour vous raconter une histoire qui n'est pas si heureuse que ça. On va pas tarder, on va aller dans le vif du sujet. Je vais essayer d'être le plus précise dans mes souvenirs et surtout de vous relater pas à pas ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez déjà un tout petit peu ma chaîne et vous n'êtes pas sans savoir que je suis drépanocytaire, que je souffre d'une forme de drépanocytose qui s'exprime, donc qui me rend malade, qui me fait faire des crises de drépanocytose. Et j'ai la chance, si je peux le dire ainsi, de m'estimer être guérie depuis quelques années de la drépanocytose, simplement parce que depuis plus d'une décennie, je ne fais plus de crises sévères. J'ai des douleurs, je ressens des choses, mais je ne fais plus de crises qui me mettent KO, qui m'emmènent à l'hôpital et pour lesquelles il faut un gros dispositif. Donc, jusque-là, je m'estimais guérie de la drépanocytose. Et donc, il dit personne qui s'estime guérie, dit un peu de relâchement. Hein. J'ai été transparente avec vous ici. Je vous ai dit clairement que oui, il y a certaines choses que je ne fais pas. Certains médicaments que je ne prends plus parce que je m'estime guérie et aussi parce que ça me saoule et que voilà, depuis que je suis petite, j'arrête pas de les prendre. Voilà, je sais que je ne suis pas une patiente très assidue, mais ça va que voilà, la maladie me laisse un peu tranquille ces dernières années. Pour entrer dans le vif du sujet, il y a un mois de cela, les températures étaient un peu basses. On était vers la fin de l'été, les températures avaient un peu chuté et il pleuvait. Donc c'était un week-end où on devait avec mon chéri aller chercher du bois pour prévoir le chauffage de l'hiver. Et ce jour-là, il a plu. Ça commence comme ça. En vrai, ça commence comme ça. Je dis que ça commence comme ça, mais avant ça, on avait traversé quand même quelques semaines de stress parce que voilà, dans la famille, il y avait des événements qui étaient assez stressants pour Coco et moi. Donc oui, on avait vraiment passé un mois un peu chaud. Donc voilà, on avait déjà accumulé du stress. Et ce week-end-là, on est allé chercher le bois et on a donc cherché le bois sous la pluie. Clairement, oui, je suis sortie sous la pluie. J'ai travaillé un peu quelques minutes avec les grosses gouttes d'eau froide qui tombaient sur moi. On a fini ça, tout allait bien. Ma vie continuait comme de rien. Et là, le soir, ce jour-là, j'avais une soirée avec ma cousine et d'autres Togolaises. On a fait une soirée entre Togolaises où je me suis mise bien. Voilà, je kiffais mon moment. Donc, j'ai mangé, j'ai bu de l'alcool. Pas déraisonnablement, mais voilà, je ne me suis pas privée, j'ai consommé de l'alcool. Je suis rentrée tard, fatiguée. Donc là, c'était le samedi. Le dimanche, la journée a commencé normalement, tout allait bien dans ma vie. Et le soir, vers 19h, 20h, j'étais en train de faire du montage quand j'ai commencé à ressentir quelques douleurs de drépanocytose. Il faut savoir que tous les drépanocytaires ressentent des douleurs comme ça, dans la vie, dans la journée. Ces gens, la maladie passe et nous dit « Coucou, je suis là, coucou, ne m'oublie pas ». Même si tu n'as pas de crise, elle se manifeste dans nos organes. Et on sent les douleurs. Donc à ce moment-là, je ne fais pas trop attention, je continue à faire mon travail, je suis focus dans mon travail et mon corps est en train d'endurer la douleur et de supporter une douleur de plus en plus forte. À un moment donné, j'ai voulu aller dormir, je me suis mise en pyjama et je me suis rendu compte qu'en fait, mes douleurs n'étaient pas des douleurs comme d'habitude, c'est-à-dire des douleurs dans les membres. J'avais mal dans les membres, j'avais mal à l'une des mains, mais surtout, j'avais mal au niveau du thorax. Donc j'étais en train de faire un syndrome thoracique aigu. Voilà, c'est un truc spécial comme les drépanocytoses. C'est un peu le truc qu'on redoute le plus dans nos crises. Je commençais vraiment à avoir mal au niveau des côtes, sous les seins. Ça me serrait. C'est pas ça me serrait, mais ça me faisait mal. Et vous pouvez vous imaginer que quand on a mal à l'endroit où la cage thoracique protège les poumons, on a le réflexe d'arrêter de respirer, ce qui est contre-productif et blablabla. Voilà, ça n'allait plus, clairement ça n'allait plus. Et j'ai dit à Coco, là, je sens que je ne pourrais pas supporter. J'ai pris des calmants évidemment, ça ne faisait rien. Et j'ai dit à Coco, je sens que là, on est passé à un autre level. Il a appelé les urgences.
L'ambulance est venue à la maison, ils m'ont checké, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et voilà, nous voilà partis pour les urgences. À ce moment-là, on était dimanche et il était minuit 15 environ lorsque on quittait. Donc, c'était la nuit de dimanche à lundi. On arrive donc aux urgences. C'est pas un grand hôpital, voilà, c'est un petit hôpital de la ville où ils ont des urgences pour traiter voilà, des trucs que vraiment on peut pas... pour traiter les urgences tout simplement. Et on arrive, ils me prennent en charge, ils prennent mes constantes et tout et tout. Et ils sont pas spécialisés dans la prise en charge des crises de drépanocytose, donc ils font au mieux. Ils me mettent sous hydratation, c'est-à-dire qu'ils me donnent une poche d'eau salée. En gros, c'est du chlorure de sodium ou je sais pas quoi. Bref, c'est un truc comme ça, NaCl je crois. Donc ils me font de l'hydratation, ce qui est très très bien. À ce moment-là, aux urgences, je n'ai pas encore l'oxygénation, le complément en oxygène. Donc ils me gardent pendant 16 heures, le temps de trouver une place dans le CHU de la ville d'à côté où je suis suivie pour la drépanocytose et où il y a vraiment le centre de prise en charge des drépanocytaires. Donc je reste là-bas pendant 16 heures de temps et pendant ces 16 heures de temps, je ne suis pas nourrie parce qu'ils font plein d'analyses et voilà, ils attendent la vraie prise en charge avant de savoir quoi faire de moi. Ça prouve vraiment que voilà, ils étaient vraiment pas outillés pour gérer les crises de drépanocytose. C'était vraiment juste un sas temporaire où je pouvais attendre et être médicalement surveillée en attendant d'aller là où ils pouvaient me prendre en charge. Donc le lundi, j'appelle mon employeur et évidemment on fait le nécessaire pour avertir mon employeur que là, c'est compliqué, vous n'allez pas me voir. Voilà, vous n'allez pas me voir. Et donc on va à l'hôpital, l'ambulance m'emmène au CHU, ils me prennent en charge et tout et tout. Et ce qui était bien par contre, c'est que quand je suis arrivée là-bas, toutes les infirmières que j'ai croisées m'ont demandé, mais madame, vous êtes drépanocytaire, vous êtes dans cette ville depuis longtemps, comment ça se fait qu'on ne vous a jamais vu? J'ai pas souvenir de vous, personne n'avait souvenir de moi tellement je vais rarement là-bas. Donc elles étaient toutes un peu, voilà, contentes, je sais pas, je pourrais pas dire contentes de voir un malade, non, mais elles étaient en mode, ah c'est bien, au moins vous, on n'est pas habitué à vous voir. Ce qui veut bien dire que mes autres camarades de l'association des drépanocytaires, on les voit souvent à l'hôpital, c'est un peu triste. Mais voilà, ça a permis aussi que je me rende compte de la chance que j'ai, même si j'étais dans le mal, même si j'étais en train de subir une crise un peu compliquée. Je fais une pause, je bois un peu et puis on recommence. Donc me voilà qui arrive à l'hôpital, au CHU principal où ils prennent en charge les drépanocytaires. Je n'ai pas vu le professeur qui me suit, ce n'est pas lui que j'ai vu immédiatement, j'ai vu voilà, d'autres médecins qui étaient là, des internes qui étaient là, des infirmières surtout, des aides-soignantes. Et je pars donc en hospitalisation. Pour combien de jours, on ne sait pas encore, parce que les crises de drépanocytose, ça ne se guérit pas, ça se soulage simplement. Donc à l'hôpital, ils vont faire le nécessaire pour que je sois suffisamment soulagée, pour que je revienne suffisamment à moi-même, à mon rythme de vie naturel avec la maladie avant de me libérer. Donc on ne sait pas combien de temps ça peut prendre jusqu'à ce que les douleurs me lâchent. Et franchement, j'avais des douleurs atroces. Ça faisait... La dernière fois que j'avais eu une crise thoracique aiguë, j'avais 15 ans. Et j'avais 15 ans. Donc cela remonte à plus de 17 ans maintenant. Donc je savais ce que c'est. Malheureusement, je savais ce que c'est. Et je ne m'attendais pas à reavoir ça quand je m'estime être guérie de la maladie. Donc on part en hospitalisation. Et là, je vais vous raconter, image à l'appui, ce qui s'est passé durant cette hospitalisation. Donc on arrive lundi en fin d'après-midi. Je suis prise en charge directement, ils me donnent des cachets. Je ne saurais plus dire c'est quoi mon cachet, mais c'était autre chose que juste le Doliprane ou la codéine. Ils m'ont donné des occupants, des trucs comme ça. Et très rapidement, ils voyaient que ça ne faisait rien du tout. Et ils m'ont mis un dispositif pour que je puisse avoir la morphine à disposition pour pouvoir moi-même me soulager lorsque j'ai des douleurs, plutôt qu'à chaque fois d'appeler l'infirmière qui vient et qui me donne de la morphine. Donc, ils me l'ont mis en automatique et c'est moi qui gérais. Je vous laisse donc un peu voir à quoi ressemble ce dispositif pour ceux qui n'ont jamais été confrontés à la maladie ou voilà, pour vous représenter un peu ce qui se passe lorsqu'on est en crise. Attention, ces images que vous allez voir ont été tournées dans le but principal de transmettre l'information à un but informatif et éducatif. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère, une distribution automatique de morphine. Donc ne faites pas une mauvaise interprétation ou un mauvais usage des images que vous allez voir. Je vous montre un peu mon distributeur automatique de morphine. Alors c'est ce truc là et quand j'ai mal, j'ai juste à appuyer ici et il me distribuera de la morphine. On va le faire. Et en fait, il y a l'aiguille ici qui va distribuer 2 mg de morphine. Donc ça appuie là
Et il y a le produit qui sort d'ici. Pour arriver dans mon bras. Pour l'instant, je ne le sens pas encore. Quand ça arrivera, en fait, je commencerai à avoir la tête qui tourne et je sentirai que quelque chose qui fait mal passe par la veine. Ah, c'est bon. Je sens que c'est en train de rentrer dans ma veine. Donc, d'ici quelques secondes, j'aurai un peu la tête je sais pas comment l'expliquer, ça. Je le sens dans la tête, en fait. Donc, voilà. Ils m'ont également mis sous oxygénation, ils m'ont mis donc les lunettes pour avoir un apport supplémentaire, complémentaire en oxygène. La perfusion a évidemment continué et quand j'avais mal, j'appuyais sur le bouton pour la distribution de la morphine. Ça me soulageait pendant 30 minutes, on va dire, et après ça recommence. Et régulièrement, quand même, les infirmières venaient et me demandaient à quel niveau était la douleur. Donc, je devais estimer sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que ça en était de la douleur. Voilà, ils ont un système comme ça qui est répandu dans tous les hôpitaux où on te demande d'estimer à combien est ta douleur et en fonction du chiffre que tu estimes ta douleur, ils te donnent un traitement approprié. Ils m'ont également donné un appareil que j'avais déjà à la maison, mais que je n'utilise pas souvent. Ils m'ont également donné cet appareil pour aider à gérer la crise. Je vous laisse voir vous-même. Parce que j'ai pas amené le mien. Donc, ils m'en ont prêté un. C'est gentil. Et on va l'utiliser de suite. Oh, ça fait mal. Ah, ouais. Ils avaient raison, ma capacité pulmonaire est pas ouf là. J'ai senti que ça m'a fait mal. Respirer à fond, ça m'a fait mal. Ça veut bien dire que j'en ai vraiment besoin. Puis vint le lendemain, le mardi matin, une infirmière est comme d'habitude venue me faire une prise de sang. D'ailleurs, prise de sang au top. Cette infirmière-là, je suis compliquée à piquer parce que mes veines, je n'ai pas de veines. Mes veines ne se voient plus et puis même quand on les touche et qu'on pique, elles roulent. Donc mes veines sont vraiment chiantes, surtout au niveau là de mes membres supérieurs. Et elle m'a piqué, oh là là. Je ne sentais rien, c'était trop bien. Bref, une prise de sang a été faite et quelques minutes après, le médecin est venu dans ma chambre et m'a annoncé que la prise de sang a révélé une anémie sévère. En temps normal, je sais que je ne suis pas une fille qui a un grand taux d'hémoglobine, de globules rouges. Je dois être entre les 10 et les 11. Et là, après l'analyse sanguine, ils me disent que je suis à 6,7, je crois, grammes par litre, ou je ne sais pas quelle est l'unité, mais en tout cas, je suis à 6,7 alors qu'en temps normal, les adultes sont autour de 12. Donc, à cet instant-là, aucun choix ne m'était laissé. Ils m'ont simplement annoncé qu'ils allaient procéder à une transfusion sanguine parce que c'était urgent, c'était alarmant ce qui se passait. Et voilà l'information que j'ai reçue le mardi matin. Sur le moment, j'étais bouche bée. J'ai vraiment bugué pendant au moins 15 secondes, tellement que je n'ai pas eu la possibilité de challenger ce que le médecin dit. Cependant, je suis revenue un peu à moi au bout de 15 secondes et j'ai posé des questions et ainsi de suite, mais clairement, le médecin ne me laissait pas le choix. Ce n'était pas mon avis qu'elle venait solliciter, mais elle venait m'informer qu'une transfusion allait avoir lieu. Ok, elle m'a informé qu'une transfusion allait avoir lieu et puis elle était pressée de repartir pour mettre en place le dispositif pour arriver à faire cette transfusion. Et moi, à ce moment-là, j'étais dans un état... Bref, je vous laisse voir vous-même ce qui s'est passé en moi à ce moment-là. Et je vous reprends juste après. Guys, pour la première fois de ma vie, je vais être transfusée. Après plus d'une trentaine d'années à vivre avec la drépanocytose, à faire des crises graves, aujourd'hui, la transfusion me rattrape. J'aurais jamais imaginé. Je me suis toujours cru au-delà de ça. En dehors du fait que je pensais être guérie de la drépanocytose, quand les gens ils disaient qu'eux, ils allaient jusqu'à la transfusion, pour moi, c'était « Ah ben moi, j'ai jamais eu de transfusion, mon cas n'est pas aussi grave pour avoir besoin de transfusion. » Quelques minutes après, une infirmière est venue dans ma chambre pour m'expliquer un peu tout ce qui allait être fait pour que la transfusion puisse se faire. Alors, je vais vous lire, et là, ça vient de ce qu'elle m'a dit, mais également des recherches que j'ai faites. Déjà, je lui ai posé des questions sur « Ok, la transfusion va se faire, mais quels sont les risques que j'encours ?» Parce que c'était la première fois de ma vie que j'allais transfuser. Jusque-là, j'étais une drépanocytaire très, très, très chanceuse. À chaque fois que je voyais un spécialiste qui me posait des questions,
La première question qu'il me demandait, c'est: avez-vous déjà eu des transfusions? Parce que c'est un peu systématique que les drépanocytaires, souvent, ils ont besoin de transfusions. Oui, et je connais beaucoup de drépanocytaires qui ont subi des transfusions. Et moi, à chaque fois, je répondais: non, on n'en est jamais arrivé jusque-là. Et là, dans mon vieillage, là, c'est là que j'allais subir ma première transfusion. Après toutes les crises que je me suis tapée dans mon enfance et mon adolescence, c'est dans mon vieillage, là, que je vais... Ah, j'étais pas bien. Donc, je lui ai demandé, voilà, quels sont les risques que j'encourais. Elle m'a répondu avec bienveillance. Elle m'a dit que, voilà, après la transfusion, il y a des risques que je ressens des démangeaisons. Comme si, voilà, ça me démangeait dans les vaisseaux sanguins. Oui, c'est peut-être dû à l'arrivée d'un nouveau sang. Elle m'a également dit que je pourrais avoir des éruptions cutanées. C'est un potentiel risque, une potentielle conséquence d'une transfusion sanguine. Elle a également mentionné le fait que je pourrais avoir des difficultés respiratoires. On a un peu parlé de ça, mais clairement, oui, elle m'a expliqué pourquoi est-ce que les difficultés respiratoires peuvent arriver. Et elle m'a également dit que je pourrais avoir de la fièvre suite à la transfusion. Ensuite, elle m'a expliqué qu'en fait, on va me donner une poche de sang. Donc, cette poche de sang vient des dons de sang, des gens qui donnent leur sang. Merci à eux. Merci à eux de donner leur sang. Donc voilà, on va prendre une poche de sang que quelqu'un a donnée. On va faire en sorte que cette poche de sang corresponde à mon groupe sanguin ou à un sous-groupe de mon groupe sanguin. Je suis un peu émue quand je pense à ça parce que voilà, moi malheureusement je ne peux pas donner mon sang et je sais à quel point ça sauve des vies. Mais qu'avant ça, une analyse devra être faite et cette analyse devra être négative pour en fait attester que je n'ai pas eu une transfusion de sang récente qui pourrait mettre en péril ou bien foutre la grouille, foutre la merde dans la transfusion qu'ils veulent faire. Bref, voilà, j'allais avoir encore une prise de sang pour une dernière analyse. Et surtout avant ça, ils m'ont donné à boire une certaine eau. Il y a une eau particulière, c'est l'eau de Vichy, qui est pas loin, voilà, de ma ville. Voilà, c'est l'eau de Vichy ou la ceinture. Apparemment, c'est une eau particulière qu'on doit boire pour bien s'hydrater. Elle est très hydratante, cette eau. J'ai lu un peu tout ce qu'il y avait dedans. En effet, elle est super minéralisée et donc ils m'ont donné à boire cette bouteille d'eau-là. Ils m'ont dit donc que la transfusion aura lieu en début d'après-midi. Donc, me voilà partie dans d'autres processus mentaux que je vous laisse vous-même regarder. Bon, maintenant, je vais appeler ma famille pour leur dire. Je vais commencer par Coco, et ensuite mes parents, et ensuite mon frère. You can bank on it. You can put 100 grand on it. Anything I said, I stamp on it. In a private plane, I lamp on it. Puis vint le moment de la transfusion en elle-même. Donc une transfusion, c'est un peu comme une perfusion, ok? Il y avait déjà la veine qui était utilisée pour la perfusion. C'est dedans qu'ils allaient faire passer également le sang, simplement. Donc ils ont posé le culot de sang, donc le sachet de sang. Ils ont fait les raccordements jusqu'à mon bras et la transfusion a commencé. Donc quand elle a commencé, l'infirmière était avec moi pendant les 15 premières minutes à prendre mes constantes, l'oxygène, la tension, la température, à me demander où en était la douleur. Et il faut aussi dire qu'au moment où on fait la transfusion, j'ai toujours la morphine. Je peux toujours me prendre des shoots de morphine si j'ai mal. Donc, du côté de la morphine, jusque-là, j'en avais encore besoin. Et donc, le sang commence à quitter la poche pour entrer en moi. C'est étrange, c'est très étrange, ça m'a fait bizarre. Mais on en était là, il fallait continuer, impossible de faire machine arrière. Au bout de 15 minutes, l'infirmière, voyant que tout se passait bien, elle est partie et elle revenait chaque 5 minutes pour surveiller mes constantes. Elle n'était plus minute par minute, seconde par seconde en face de moi pour surveiller. Voilà, elle allait et elle revenait pour surveiller mes constantes. Et ça se passait bien. Ils m'ont donné donc un culot de sang qui n'était pas exactement de mon groupe sanguin. Ils m'ont donné un culot de sang au moins. Et si je me rappelle bien de mes cours de sciences naturelles, au moins, ça rentre, ça va dans mon groupe sanguin, pas de souci. Donc, merci au donneur au moins qui a fait ce don, qui a été utile. Voilà, je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, ce don qui m'a été destiné. Ce faisant, durant la transfusion, il y avait quand même un petit truc qui m'inquiétait, c'est que je voyais comment le sang rentrait dans ma veine, mais également, ça se diffusait autour. J'avais l'impression qu'il y avait une partie du sang qui sortait de mon corps et qui était dans le sparadrap, dans le pansement, je voyais le sang. Et plus ça allait, plus je voyais beaucoup de sang.
Ça m'inquiétait un peu. Je me demandais, est-ce que au final, je vais être obligée d'avoir une deuxième poche? Mais voilà, c'était un sang un peu bénin. Enfin, c'était pas une grande quantité, donc ok, il n'y a pas de souci, ça arrive. Ma veine était clairement fatiguée depuis 2 jours là, d'avoir les perfusions, d'avoir les trucs qui passent. Et en plus, c'était dans le coude. Et donc moi, je bouge quoi. Donc la veine est un peu fatiguée. Donc voilà, cette transfusion a eu lieu. On est arrivé au bout. C'était un peu un moment un peu éprouvant pour Coco et moi, surtout pour Coco qui doit gérer une malade de la drépanocytose et qui absolument ne pouvait pas imaginer qu'un jour il aurait assisté à une transfusion sanguine, à la transfusion sanguine de l'être le plus aimé, la peur de me perdre. C'était évident, ça transpirait la peur qu'il avait pour moi et donc l'attachement et aussi qui va avec. Qu'il a pour moi. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc la transfusion a eu lieu et ensuite j'ai mangé. Normalement tout se passait bien. Coco est passé me voir. Ensuite il est rentré et on se retrouve donc le mercredi. Et à partir de là, dans mon corps jusque là, je ne sentais rien de particulier. Je ne sentais rien de particulier. Voilà, c'est comme si c'était rien passé. Par contre, le lendemain, on était mercredi et j'ai commencé à sentir une fatigue. Même me lever pour aller faire pipi, c'était compliqué. J'étais fatiguée, j'avais même pas envie de manger. Genre, je mangeais et voilà, j'étais pressée que ça finisse vite, la nourriture là, pour que ça me débarrasse et que je puisse être sur mon lit, m'allonger et puis essayer de récupérer. Et à ce moment-là, je vous jure, j'avais encore des douleurs. Mais je suis tellement butée. Dans ma tête, il y a vraiment un truc. Moi qui souffre de maladies de douleur, chez l'endométriose, chez la drépanocytose, tout ça, c'est des maladies de la douleur qui se manifestent par la douleur. Ma plus grande hantise, c'est de finir toxicomane, de finir addict aux substances, aux calmants. Voilà. Ayant une mère médecin, j'ai toujours eu peur de finir dépendante des médicaments, des calmants surtout que je sais vraiment le mal que ça peut causer au foie et quand tu n'as plus ton foie, bref, c'est ma plus grande hantise. Donc ça faisait au moins plus de 24 heures que je m'injectais de la morphine. Et là j'ai eu la perfusion, j'ai eu la transfusion, j'ai l'oxygène. Je me suis dit, là ils sont en train de te bourrer, juste pour calmer le symptôme qui est la douleur. Ma chère, à un moment donné, je me suis pris comme ça et je me suis dit, c'est bon, docteur, tout va bien. Docteur, ça va, je n'ai plus mal. On va sortir, non? Dans ma tête, c'est ce qui se passait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit que je n'avais plus mal. Mais Dieu seul sait. Attendez. J'ai dit que je n'avais plus mal, oui. Et quelques heures après, ils m'ont laissé sortir d'hospitalisation. J'avoue, j'ai dit que je n'avais plus mal. Mais c'était pas vrai. J'en avais juste marre d'être là et j'en avais marre de la médication que j'étais en train de subir et ma peur de l'addiction parce que c'est bon la morphine et tu la prends et te calme 30 minutes, après tu recommences à sentir que la douleur remonte, tu reprends quand tu vois que ça commence à dépasser ton seuil de tolérance, tu reprends, ça calme. Ce truc là, c'est pas pour rien qu'il y a les gens qui sont addicts dehors ici. Moi j'ai dit, docteur, tout va bien, j'ai pas mal. Ciao, let's go. Donc voilà comment on est sorti d'hospitalisation. Mais juste avant de sortir d'hospitalisation, évidemment, il faut qu'un médecin vienne me voir pour signer les papiers de sortie d'hospitalisation. À ce moment-là, le docteur est arrivé. Il m'a dit que ils ont fait une prise de sang après la transfusion sanguine et mon taux de sang est remonté à 11 et quelques. Et que normalement, quand on transfuse 1 kilo de sang, une poche de sang, on gagne 1, 2, voire 3 unités. On ne peut pas passer de 7 à 11 avec un seul kilo. Donc, ils avaient commencé dans leur tête, ils commençaient 1 pour voir comment ça évolue avant de mettre les autres. En fait, ils avaient prévu, eux, dans leur tête, qu'ils allaient m'en mettre plus. Mais à chaque fois, faire des analyses. Et donc, dès le premier kilo, ils ont fait l'analyse, ils ont vu que tout était normal. Ça, voilà. Et c'est là qu'ils se sont dit, en fait, il est probable que l'analyse qui a alarmé tout le monde et qui a emmené à mettre en place le processus de la transfusion sanguine, il est probable, très probable, qu'elle ait été fausse. Donc, ils ont dit que la machine s'est trompée. Voilà. Voilà, guys. Comment ça s'est passé et pourquoi tout ça s'est passé.
il y a eu une erreur sur les résultats de la prise de sang. Ils ont pensé que je faisais une anémie sévère et donc ils m'ont transfusé alors que je n'en avais pas besoin. Je n'en avais pas besoin. Et quand je repense à ça, ça me fait très mal. Ça me fait très mal parce que même si je suis malade, même si je remets ma vie entre leurs mains, ça fait mal de se sentir avoir subi un truc sans que c'était nécessaire. Avoir subi un truc alors que l'on pouvait, juste en faisant une analyse de confirmation, éviter cela. Donc voilà, une fois de plus, ce n'est pas la première erreur médicale que je subis liée à la drépanocytose. Mais voilà, cette erreur médicale a fait que pour la première fois de ma vie et que voilà, je ne pourrais plus dire que je suis une drépanocytaire qui n'a jamais été transfusée. Je suis un peu comme les autres maintenant. Voilà. Passer par la case transfusion, c'est un peu comme une obligation et moi j'y suis passée. Je pourrais peut-être dire que je suis guérie de la drépanocytose, mais dire que je n'ai jamais été transfusée, ça c'est mort. C'est un acquis que j'ai perdu alors que c'était pas nécessaire. Donc voilà, guys, comment est-ce que cette expérience finit? Après, ça va, c'était rassurant de se dire que c'était une erreur et que c'est pas mon corps qui, du jour au lendemain, m'a lâché parce que je ne sais pas quoi. Oui, j'ai fait des bêtises qui ont entraîné cette crise. Oui, j'avais encore mal au niveau du thorax, mais en dehors de ça, on va dire que c'était une crise encore normale, une crise que j'avais déjà connue, mais je n'avais pas besoin de transfusion. Donc, guys, voilà un peu l'histoire de la transfusion sanguine, la première transfusion sanguine que je subis pour cause de crise de drépanocytose. Ensuite, on est rentré à la maison. J'ai eu ma famille. Je les ai rassurés. Je ne pense pas que du jour au lendemain, je sois capable de faire une anémie, sauf vraiment s'il se passe des choses. Mais voilà, je ne me médicamente pas plus que ça à la maison. Je vous ai dit, je m'estime toujours guérie malgré cette crise-là. Je m'estime drépanocytaire guérie. Je ne prends pas l'acide folique à la maison. Je ne fais pas mes exercices de respiration souvent, pour dire même jamais. Cependant, je m'hydrate beaucoup et je fais au maximum pour respirer beaucoup d'oxygène. Et je supporte les douleurs à la maison. Oui, j'ai des douleurs encore et je les supporte. Et de toute façon, on est en automne, bientôt l'hiver. Je sais que moi, dans cette période-là, j'hiberne. Donc, si vous me voyez dehors, c'est que vous êtes vraiment chanceux. Mais sinon, je fais le maximum possible pour rester tranquille à la maison au chaud pour ne pas faire d'autres crises. So guys, voilà l'histoire de ma dernière crise de drépanocytose. J'espère que tout ceci vous a appris des choses. Et si vous connaissez des drépanocytaires autour de vous, parlez-en avec eux. Si ça peut susciter le dialogue, l'ouverture du sujet, parlez-en avec eux. Pour tous ceux qui sont accompagnants, sont des membres de la famille de drépanocytaires, tout mon soutien à vous. Parce que parfois, les accompagnants, ils souffrent tout autant que la personne qui a mal. Et on espère ne plus jamais avoir de crise encore dans l'avenir. Parce que nous sommes guéris. Oui, nous sommes guéris. So guys, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle peut être utile à quelqu'un dans ton entourage, n'hésite pas à la lui envoyer. Et si toi aussi, tu te prépares à subir une transfusion, je t'ai un peu énuméré les différents risques qu'il y avait. Pour ma part, je n'ai eu aucune conséquence si ce n'est la fatigue le lendemain. C'est ma chance. Mais au moins, vous connaissez les différents risques liés à la transfusion. Et au-delà de tout ceci, cette transfusion n'a rien gâté en moi. Oui, certes, ça ne m'a pas sauvé. Certes, ça n'a pas changé quelque chose en moi, mais ça n'a rien gâté. Donc vraiment, c'était bénin. Au mieux, ça m'a apporté des globules rouges, un peu plus de globules rouges. Trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui donnent leur sang. À nous drépanocytaires qui ne pourront pas donner notre sang, on vous remercie énormément. C'est pour ça que si vous pouvez, surtout si vous êtes de type afrodescendant, donnez votre sang parce qu'il y a beaucoup de vos frères noirs qui en ont besoin à cause de cette putain de maladie. Donc donnez votre sang, même si vous n'êtes pas noir, donnez votre sang parce qu'il y a des groupes qui vont à tout le monde, mais encore plus les personnes noires. Je sais que c'est chez nous que on a des superstitions, on a du mal à faire des gestes altruistes alors que ton frère pourrait potentiellement avoir besoin un jour d'un sang, pas le tien, mais si toi tu donnes et que quelqu'un d'autre donne un jour, c'est dans ta famille que ce don-là va sauver. Bref guys, merci à vous d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous, give love, get love, et on se retrouve tout simplement dans le prochain épisode. See you next time!